Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. C'est moi. En studio. Live en studio à Montréal. T'as quitté Paris? J'ai quitté Paris ou j'ai été quitté par Paris. Quelques jours, je serai de retour le week-end prochain. Bon. Mais j'ai concentré mes activités québécoises, beaucoup de choses à faire cette semaine avant de retourner à l'ombre de ma tour Eiffel. Et t'es venu en avion? Je suis venu à la Brasse. La Brasse? Mais je suis parti jeudi, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps. En 3 jours, ça se fait très, très bien. Non, mais c'est que tu veux nous parler ce matin, est-ce qu'on veut encore prendre l'avion aux États-Unis? Parce qu'il y a eu toute une série d'incidents, puis là, il y a comme un questionnement plus large sur est-ce qu'on a négligé certaines mesures, procédures? Et on dit souvent que les États-Unis ont le meilleur système de trafic aérien, qu'il y a peu d'incidents ou pas. Or, depuis un certain temps, depuis quelques années, on passe souvent à une fraction de seconde du pire. C'est arrivé au Texas en 2023. Le pire s'est produit à l'aéroport Washington Reagan il y a quelques mois. Ça, c'est un hélicoptère qui n'était pas là où il devait être, qui a frappé un avion qui venait tout juste de décoller. C'est des circonstances qu'on ne connaît pas beaucoup aux États-Unis. Il y a des accidents, il y en a eu. On se souvient de l'avion qui avait améri à côté de New York dans la Hudson. Je pense, oui, c'était dans la Hudson. D'ailleurs, dans l'histoire de l'aviation, on dit que c'est le seul amérissage réussi. Où on a sauvé tous les passagers. Exactement, extraordinaire histoire qu'on peut d'ailleurs revoir au cinéma avec Tom Hanks qui joue le pilote. Mais alors donc, d'être dans un paradigme aujourd'hui, on se dit, est-ce que prendre l'avion aux États-Unis pourrait être un risque? Je pense que c'est nouveau et le risque, il est réel parce que la semaine dernière, on l'a vu, pendant à peu près 90 secondes à Newark. Newark, c'est un des grands aéroports de New York, c'est au New Jersey, mais ça sert la clientèle de New York. Si tu prends Air Canada pour aller à New York, il y a une chance sur 2 que tu ailles à LaGuardia, qui est vraiment collé sur New York, ou à Newark, un peu plus loin. Et pendant 90 secondes, pendant quelques secondes, il y a eu 2 incidents. Une fois, ça a duré 90 secondes un peu plus tôt et vendredi à nouveau. Les contrôleurs ont perdu le contact avec les avions. Il y avait absolument plus rien sur leurs écrans radars, ne voyaient rien. Quand on sait qu'autour d'un aéroport aussi important, international, il y a toujours des dizaines d'avions qui sont en approche. Évidemment, pas tous à la même distance, sont pas tous à atterrir dans les secondes qui suivent. Sauf que tous se fient à l'aéroport pour les guider, là. Ben oui, parce qu'ils sont aveugles. Ils ont besoin du radar. Alors, tous les avions sont équipés d'un radar d'urgence qui fait que si quelque chose approche rapidement de toi, tu ne le vois pas nécessairement parce que ça peut être derrière toi, sur le côté. Tu vas être informé comme pilote. Mais l'essentiel, t'es aveugle. Et c'est la tour de contrôle qui va t'informer de ce que c'est dégagé, particulièrement au sol, que tu peux atterrir. Et plus encore, il y a eu un bris de communication entre des tours, entre Philadelphie et Newark, parce que Philadelphie prend un peu du trafic aérien, justement parce qu'il y avait eu un incident il y a quelques semaines. Alors, on s'est retrouvés aveugles et silencieux pendant quelques secondes, à un point tel que plusieurs contrôleurs aériens se sont déclarés malades parce que sous un choc traumatique, à l'idée peut-être, pendant quelques secondes, te dire « je vais être aux commandes » quand un accident gravissime va se produire. Puis je pense pas que c'est des petites natures, je pense pas que c'est des gens qui se sont mis en congé parce qu'ils cherchaient un prétexte pour le faire. Et ça ouvre évidemment une boîte de Pandore. Si c'est vrai à Newark, est-ce que c'est vrai ailleurs? Mais quel serait le problème? D'abord, on s'entend que tous les aéroports sont à la limite. Il y a tellement d'avions, tout est étiré au maximum. Exact. Combinaison de choses. C'est-à-dire que d'abord, tu as des contrôleurs aériens qui sont débordés. Pas assez nombreux. Depuis COVID, on le dit souvent, la fameuse ligne depuis COVID, c'est vrai que les choses ont changé. Ils ont été sous pression après pour réintégrer le travail. Et là, aujourd'hui, il manque de contrôleurs aériens expérimentés. Il faut voir qu'il y a eu un traumatisme dans les années 80 chez les contrôleurs aériens. C'est quand il avait menacé de faire la grève et M. Reagan les avait tous congédiés, remplacés au pied levé. 7 000 contrôleurs aériens. Il n'y avait pas eu de choc en termes de trafic aérien, mais évidemment, dans la profession, ça avait un peu ébranlé. Il y avait un message fort qui était envoyé. Vous êtes essentiel, vous pouvez pas faire de chantage. Mais depuis cette époque, puis je fais pas de corrélation entre ce qui s'est passé cette semaine et les années 80, mais c'est vrai que chez les contrôleurs aériens, il y a, je dirais, une espèce de ressentiment à l'idée de ce que ils ont été maltraités. Aujourd'hui, ils sont pas assez nombreux. Les infrastructures sont vétustes. Il y a toutes sortes d'explications qui sont sorties. Un fil de cuivre qui aurait carbonisé, qui fait donc qu'il y aurait une interruption radar pendant 90 secondes. C'est inacceptable. Tu devrais avoir 2, 3 puis 4 backups pour un système pareil. C'est la sécurité, la santé, évidemment, des gens qui sont à bord des avions. Donc,
pas d'explication, sinon de dire, on va, en ce moment, c'est le secrétaire au transport américain, peut-être amortir le flot sur d'autres aéroports, réduire le nombre d'avions qui vont atterrir à Newark, mais si c'est vrai à New York, tu le disais, c'est probablement vrai ailleurs. Ça ne s'est juste pas révélé. Puis c'est une question de compétence, c'est-à-dire que ceux qui sont les managers, les équipements, et ceux qui sont les contrôleurs aériens sont tous à bout de force. C'est des systèmes qui fonctionnent avec la bonne volonté répétée de gens qui travaillent très fort, mais dans des conditions qui sont pas optimales. À partir du moment où tu veux mettre à niveau un système comme ça, parce que t'arrêtes pas, tu fermes pas tes aéroports, tu fermes pas tes tours aériennes parce que tu vas faire ton souffle. Exactement, et ou pour faire en sorte que tu sois parfaitement à niveau avec des équipements technologiques qui sont à la hauteur. Donc tu peux, j'imagine, en parallèle déployer, et c'est ce que les Américains proposent. Il y a des milliards qui doivent être faits, mais ça me rappelle en fait ce qui est à peu près vrai partout dans tout ce qui est infrastructure en Amérique du Nord. Tu me diras quel est le lien. L'hôpital chez nous ici, Sainte-Croix, Drummondville. Et on est dans la santé des gens, on est dans des infrastructures sensibles qui ont été abandonnées. C'était politiquement pas très payant d'investir quand il le fallait. Puis du jour au lendemain, tu te retrouves avec des parcs d'infrastructures qui tombent tous en même temps dans un contexte de finances publiques archi difficile où il y a pas d'argent ou peu d'argent et où l'expertise pour trouver ces solutions est peut-être moins grande qu'elle l'a déjà été aussi. Moi, je reviens souvent sur cette question de du talent. Est-ce qu'il y a autour de nous suffisamment de gens qui savent ce qu'ils font et ce qu'ils devraient faire? La question s'est posée quand on est passé près d'accidents dans les aéroports américains. Je te parlais du Texas il y a 3 ans. Est-ce que le talent est au rendez-vous? La compétence. La crise de la compétence, je la lis. En fait, c'est parce que quand tu as des pénuries de main-d'œuvre, c'est que veux pas. Tu baisses la barre, là. Tu baisses la barre, c'est vrai, quand tu, par exemple, reconstitues une armée puis tu as passé de volontaires, puis tu demandes à tes futurs militaires de faire des choses plus faciles pour se qualifier qu'on ne le faisait en d'autres temps. Mais je reviens sur une grosse histoire qui est dans l'actualité en ce moment puis qui est directement liée aux États-Unis. Le président Trump qui pourrait se faire donner Air Force One par ses bons amis du Qatar. Est-ce acceptable, ça? C'est le plan de l'éthique. C'est de poser des questions. Pour savoir un cadeau pareil d'un pays. Ça n'a aucun sens, d'autant que ça serait, si ça devait fonctionner, puis je pense que c'est pas gagné, mais apparemment le ministère de la Justice a dit que c'était bien cocheux, ça serait le temps de ce qu'il est président, puis ensuite ça serait un avion à son usage personnel. Donc, évidemment, un pays étranger aurait fait un cadeau. C'est un peu d'influence, qu'est-ce que tu en penses? Mais ce que ça révèle surtout, c'est que on est en train d'offrir un avion moins vieux, un 747, moins vieux au président des États-Unis que ceux, parce qu'il y en a 2, Air Force One, dans lesquels il vole et qu'il a choisi de remplacer lors de son premier mandat. Ils sont pas encore prêts. Boeing n'est pas capable de les livrer. Alors, quand je parle de crise de compétences, on parlait de trafic aérien, c'est aussi la capacité de livrer dans les temps un avion qui soit à la hauteur du cahier des charges. Je comprends que Air Force One, ça vient avec une coupe de gadgets et d'options que tu n'as pas sur le 747 habituel. C'est un avion qui est sécurisé. Et Boeing ne peut pas le livrer. Ils sont obligés de trouver ou d'essayer de dégager des systèmes pour faire en sorte que la cadence augmente. Par exemple, sur certains secteurs de l'avion, il y a du travail à faire. Est-ce qu'il est possible d'engager des gens qui n'auraient pas les qualifications de sûreté, sécurité qu'on demande à tous les employés? Parce qu'on veut évidemment des gens qui ont été vettés, qui sont d'un point de vue de sécurité au-dessus de tout soupçon. Et là, on dit, est-ce que c'est possible que des ouvriers travaillent, mais qui n'auraient pas ces espèces de standards, ne répondraient pas à ces standards, mais sur des sections d'avion moins critique. Et Boeing, on en a souvent parlé, mais c'est le standard en matière manufacturière aux États-Unis. C'est la référence manufacturière et c'est pour livrer au président. Tu as deux symboles fondamentaux. L'avion du président, Air Force One, qui est le plus gros message quand arrive quelque part le président, puis tu as le plus grand manufacturier, théoriquement au monde, qui est pas capable de livrer la version nouvelle, ce qui fait qu'il est dans la vieille Régine. Alors, je suis certain que la vieille Régine fonctionne encore, mais quand il va partir tout à l'heure vers l'Arabie Saoudite pour son premier grand vrai voyage à l'étranger, après l'aller-retour à Saint-Pierre il y a quelques semaines pour être aux obsèques du pape François, il va être dans sa vieille Régine que lui aurait voulu remplacer alors qu'il était président. Et c'est là que je parle d'une crise de compétences qui est un peu angoissante, parce que tu dis, si le président des États-Unis peut pas être servi à temps,
Nous, où on prend l'avion, où on veut autre chose, est-ce qu'on est bien servi? Je veux pas être pessimiste, mais je le suis un peu. Et c'est une question qui interpelle tous ceux qui nous dirigent en ce moment. Je serai cette semaine avec le premier ministre Legault. Je suis très curieux de savoir ce qu'il, comme citoyen, pas juste comme premier ministre, qu'est-ce qu'il pense de cette question lourde des infrastructures. C'est pas théorique. T'sais, c'est tes routes, c'est tes ponts, c'est... Mais c'est parce qu'il faut que tu ajoutes dans l'équation, mais c'est peut-être plus local au Québec, mais j'ai écrit là-dessus il y a une couple de semaines, ça n'a plus de bon sens ce que ça coûte réparer. Tu sais, la mairesse de Longueuil, là, c'est une image, mais qui dit, moi je suis découragé, là, j'ai tout à faire comme travaux, mais je suis rendu au point où changer un feu de circulation, ça coûte 1 million. Oui, et le pont de l'île aux Tourtes, je me rappelle avoir vu... Tout coûte une fois et demie, 2 fois ce qui était prévu, là. Tout coûte 3. Donc, il y a une question aussi à ce moment-là de ce qu'il y a un cartel de la construction. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas capable d'être compétitif. Je voyais, comme toi, la semaine dernière dans la presse, le coût de construction par porte d'un centre de maisons des aînés. Des aînés, 1 800 000 $. Ça me semble défier complètement l'imagination. Est-ce que c'est seulement acceptable quand on sait que de toute façon, c'est nous qui allons payer derrière? On est parti du trafic aérien, mais moi, je pense que c'est des dominos qui tombent partout. C'est pas américain particulièrement, c'est vrai en France, c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis. Et je crois qu'on n'a pas commencé à se réveiller en prenant la mesure de ce que ça va être long, compliqué et très cher. Mais l'angle de la crise de la compétence, ça mérite d'être creusé. Hey! Bonne semaine au Québec. Merci. Tu vas aimer ça. Je suis certain. Je vais pouvoir découvrir à quel point nos rues sont entretenues de manière compétente. Amène le beau temps par ça.